Il pensait qu'elle était juste une vieille femme noire de 78 ans, seule, fragile, dépassée, une cible facile comme tant d'autres avant elle. Il ne savait pas qu'en lui crachant au visage, en lui volant ses médailles militaires, en la jetant au sol sur le parking d'un supermarché, il venait tout juste de déclencher une guerre. Et pas n'importe laquelle, tout ce qu'elle a fait, c'est murmurer 3 mots dans un vieux téléphone cabossé, rossignol à terre, puis elle s'est assise, le dos droit, le regard dur, alors que le sang coulait lentement sur sa tempe. Et là, tout a recommencé. Mais laissez-moi revenir un instant. Odile Langlois vivait dans le village tranquille de Saint-Médéric, quelque part entre la Loire et l'oubli, une de ces communes rurales où tout le monde connaît tout le monde, où les pots de confiture se vendent à l'église et où on n'aime pas trop ceux qui changent les habitudes. Depuis la mort de son mari, Jean-Baptiste, ancien para, lui aussi, Odile s'occupait de son jardin de dahlias, tenait un petit stand de tricot au marché et passait ses après-midi à aider les jeunes vétérans avec leur paperasse VA. Rien de bien spectaculaire, juste une vie paisible, le calme qu'elle pensait avoir mérité. Mais ce calme, c'était avant que le nouveau maire arrive, Hugo Montel, un gars au sourire trop blanc et au discours bien trop propre. Il parlait de restaurer l'identité locale, de sécurité renforcée, de rétablir l'ordre naturel. Vous voyez le tableau. En quelques mois, les patrouilles de gendarmes se sont intensifiées, surtout dans les quartiers noirs. Un décret a soudainement interdit les rassemblements dans le parc, sauf que les demandes des assos afro-descendantes mettaient étrangement 2 mois à être validées. Et pendant que le centre pour anciens combattants fermait 2 jours par semaine pour cause de budget, le monument aux soldats coloniaux, lui, recevait un ravalement flambant neuf. Odile observait tout ça, sans dire un mot, pas tout de suite. Mais elle notait chaque regard en coin, chaque murmure dans les couloirs du conseil municipal. Elle avait l'œil, comme on dit, et surtout la mémoire. Mais rien ne l'avait préparée à ce jeudi. 3 jeunes gars blancs la suivèrent depuis la supérette. Ils riaient fort, lançaient des insultes racistes en pensant qu'elle n'entendait pas. Et quand elle a ouvert le coffre de sa vieille Peugeot, ils l'ont bousculée, fait tomber, arraché ses décorations, celles de son mari et les siennes. L'un d'eux a craché près de son visage, l'autre a filmé, et le troisième lui a murmuré « Tu n'aurais jamais dû rester ici ». Et là, elle a appelé. 3 mots, un ancien code. Ce que ces jeunes ignoraient, c'est qu'ils venaient de frapper la chef d'une ancienne unité d'élite de renseignement militaire. Une escouade composée uniquement de soldats noirs, formés pour infiltrer, observer, enregistrer et disparaître. L'unité Rossignol, effacée des registres, mais restée dans les mémoires. En moins de 72 heures, ils sont arrivés. Malik, l'ancien stratège cyber à la retraite, aujourd'hui libraire à Clermont-Ferrand. Simone, juge administrative à Bordeaux. Raymond, ex-médecin militaire devenu consultant en santé publique. Et bien sûr, Maria, ex-capitaine de l'aviation, maintenant bénévole dans un orphelinat à Lille. Tous entre 65 et 82 ans. Tous redoutables. Ils se sont installés chez Odile comme si le temps n'avait pas passé. Une fois la porte fermée, sa salle à manger est devenue un poste de commandement. Cartes, câbles, ordinateurs, enregistrements audio. Et surtout, silence. Une discipline intacte. Pendant ce temps, le maire s'agitait. Il croyait à une coïncidence, une réunion de vieux. Il a envoyé les flics pour un contrôle de sécurité. Odile a ouvert la porte juste assez pour montrer son visage tuméfié. « Je vais bien, merci. Mes amis m'aident à ranger quelques affaires. » Le gendarme a essayé de regarder à l'intérieur. Elle a refermé. Mais les Rossignols, eux, ils observaient, ils écoutaient. Ils retracèrent les comptes des Dupré. Les liens entre la mairie et un cabinet d'architecture douteux. Le nom du fils du maire, Hugo Junior, qui apparaissait dans un contrat de rénovation publique, et dans une vidéo se vantant d'avoir remis à sa place une vieille négresse prétentieuse. La vidéo est arrivée entre les mains de Malik. Et là, tout a changé. Parce que cette fois, ils avaient les preuves, ils avaient les réseaux. Et ils avaient un allié inattendu, Jules, 23 ans, ex-soldat en reconversion, que Odile avait défendu quelques mois plus tôt lors d'un conseil municipal. Il débarque chez elle un soir, tremblant. « Je les ai entendus parler à la gendarmerie. Ils veulent vous faire taire, officiellement ou pas. » La nuit suivante, la maison d'Odile est incendiée. Total. Les pompiers arrivent trop tard. Cause probable, court-circuit. Mais sur les murs calcinés, une croix gammée peinte en rouge. Aucun doute, les Rossignols se dispersent. Non pas pour fuir, mais pour se protéger et frapper.
Maria utilise ses connexions pour transmettre un dossier complet au Monde et à France Inter. Raymond appelle un contact au Sénat, Malik pirate les mails de la mairie, découvre un plan pour faire interner Odile dans un centre psychiatrique. Simone contacte la Cour de justice européenne et puis, twist inattendu, le pasteur de la petite église noire de Saint-Médéric, l'un des seuls à avoir pris la défense d'Odile en public, est abattu dans sa propre chapelle en pleine nuit. Officiellement, cambriolage, officieusement, avertissement. Mais il n'est pas mort pour rien, parce que son fils, Ismaël, ingénieur du son à Paris, décide de tout balancer sur Twitter. Vidéos, enregistrements, preuves de corruption, le fil devient viral en une nuit. Le mot dièse, « J'injustice pour Odile » explose, la presse débarque. Et avec elle, le ministre de l'Intérieur. Le maire Montel est arrêté en direct sur France 3, son fils aussi. Le chef de gendarmerie, suspendu. Plusieurs agents sont inculpés pour complicité, destruction de preuves, entrave à la justice. Même un député régional est éclaboussé. Et au milieu de tout ça, Odile, debout. Quelques semaines plus tard, une cérémonie a lieu dans le parc de Saint-Médéric. Une stèle est inaugurée, à ceux qu'on a voulu effacer. Les Rossignols reçoivent des médailles officielles, cette fois devant caméra et drapeau. Odile s'avance. Elle tient un vieux cadre calciné, le seul objet sauvé de son ancienne maison. À l'intérieur, une photo d'elle et de Jean-Baptiste en uniforme, 1972. Et là, elle dit, devant tout le monde, « On m'a souvent demandé pourquoi je n'ai jamais parlé de ce que j'ai fait. Parce qu'on ne m'aurait pas cru, parce que j'étais noire et parce que j'étais une femme. Aujourd'hui, je parle et j'espère qu'on écoute. » Silence. Puis, tonnerre d'applaudissements. Mais tout n'est pas fini. Le réseau Rossignol renaît, cette fois sous forme d'une fondation. Maria gère une clinique juridique. Raymond mène des campagnes anti-corruption. Malik forme de jeunes hackers éthiques. Et Simone siège à présent à la Commission européenne sur les droits civiques. Mais la vraie victoire, elle est invisible. Elle est dans les regards, dans ces jeunes de Saint-Médéric qui, désormais, lèvent la main en classe quand on parle des vétérans. Dans les gendarmes qui ne baissent plus les yeux quand ils croisent Odile. Dans la petite Léa, 10 ans, qui demande à sa maîtresse « Madame, est-ce que moi aussi je peux devenir une rossignole un jour ?» Et Odile, en la regardant, répond « Tu l'es déjà. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que ces anciens ont eu raison de se battre ainsi ? Ou auraient-ils dû laisser la justice faire son chemin ? À quel moment se battre devient-il un devoir et non plus un choix ? Cliquez sur « J'aime » si vous pensez que le respect ne prend pas de retraite. Commentez si vous avez, vous aussi, connu une injustice qu'on a voulu étouffer. Et abonnez-vous pour d'autres histoires vraies, où les plus oubliées deviennent les plus redoutables.